bienvenue dans cette autre vidéo qui porte sur l'utilisation de Abinit. Alors cette vidéo elle se veut courte et on ne va pas encore ici introduire la programmation proprement dite, mais comme vous le constatez, le titre de cette vidéo est quelques remarques pour le nouvel utilisateur de Abinit. Parce que j'ai constaté que dans la démarche initialement adoptée, il fallait donner quelques petites remarques ou bien quelques conseils pour le nouvel utilisateur de Abinit tel que énoncé sur le site même de Abinit. Pourquoi cette vidéo elle se veut courte? Elle est comme une sorte de conseil pour le nouvel utilisateur. Alors, d'entrée de jeu, la première remarque que nous allons faire est celle qui concerne les fichiers de pseudo potentiels. Parce que comme on a dû le constater dans les vidéos précédentes, les fichiers de pseudo potentiels qui sont utilisés sont ceux qui sont donnés par défaut par Abinit. Et dans les vidéos précédentes, nous avons mis dans les dossiers input ou bien ref. Alors, nous devons dire que ces fichiers de pseudo potentiels ne sont pas conseillés ou bien ne sont pas utiles lorsqu'on veut produire un article scientifique ou bien lorsqu'on veut faire une production scientifique. En d'autres termes, ces fichiers ne sont pas adaptés pour la recherche. Ils sont juste là à titre de test pour s'assurer que Abinit fonctionne bien. Et c'est ce que nous allons constater à travers les différentes vidéos puisque nous allons utiliser ces fichiers de pseudo potentiels. Mais lorsqu'on voudra passer à la production ou bien rédiger un article scientifique, il est donc recommandé de se rendre dans l'un des deux sites tels que présentés là, afin de télécharger les fichiers de pseudo potentiels. Ça c'est pour la première remarque. Alors, pour éviter des potentielles incompatibilités entre les fichiers de pseudo potentiels et Abinit, il est préférable d'aller directement sur le site de Abinit pour télécharger les fichiers de pseudo potentiels. Bon, on doit aussi quand même préciser que les fichiers de pseudo potentiels qui se trouvent sur Abinit sont issus de ce site-ci, de site pseudo-dojo. La seconde remarque, elle concerne l'exécution du code. C'est vrai, dans les vidéos précédentes, nous avons montré comment lancer une exécution de code. Donc, nous avons là la première commande par défaut. Si nous supposons que notre fichier d'entrée se nomme run.abi, je rappelle que à chaque fois, le fichier d'entrée doit avoir pour extension ABI. Donc, nous avons là la commande par défaut qui va produire un fichier externe de log, n'est-ce pas, qui aura pour extension .log, donc il va s'appeler run.log, dans lequel il y aura toutes les erreurs, toutes les alertes, et ainsi de suite. Donc, maintenant, si nous voulons une exécution en background, c'est-à-dire lorsque nous lançons l'exécution dans le terminal, comme vous avez remarqué dans les précédentes vidéos, il s'affiche à chaque fois plusieurs lignes qui donnent des résultats, tout et tout. Si on veut une exécution en background, c'est-à-dire si on veut que rien ne s'affiche à l'écran pendant que Abinit fait les calculs, alors on utilise plutôt cette seconde commande-ci. Vous voyez, on doit ajouter le et commercial juste après après log. Maintenant, il est aussi possible de séparer le fichier log du fichier qui contient les différentes erreurs. Parce que lorsque nous n'avons qu'un seul fichier log, il faut le parcourir pour remarquer ou bien pour, en cas d'erreur, pour identifier la ligne où il y a une erreur. Alors, donc, on peut créer un fichier qui va contenir plutôt les différentes erreurs lorsqu'il y en a. Et dans ce cas-ci, on utilise la commande ci-dessous. C'est-à-dire juste après log, on ajoute 2, on met supérieur et on met ERR. ERR étant l'extension du fichier d'erreur. Donc on aura un fichier run.err qui va contenir les différentes erreurs. Et on ajoute encore le et commercial. Nous continuons avec les paramètres. Alors, dans Abinit, les paramètres, ce sont les entrées du code
que nous allons donner à partir d'un fichier unique. Alors, comme nous avons vu précédemment, le fichier d'entrée a pour extension .abi. Donc, c'est dans ce fichier que nous allons mettre les paramètres. Alors, pour chaque paramètre, nous avons quoi? Nous avons un nom de variable, qui est une variable d'entrée. Nous en avons présenté quelques-unes dans les vidéos précédentes. Nous en reparlerons encore dans la suite de cette vidéo. Et à chaque variable d'entrée est associée une valeur ou plusieurs valeurs numériques. Et entre le nom de la variable d'entrée et les valeurs, et la valeur ou les valeurs, on peut avoir un ou plusieurs espaces ou bien le signe égal. Nous devons préciser ici que nous mettions l'espace ou le signe égal, c'est la même chose. Mais l'analyseur de Abinit, avant de passer à l'exécution, va transformer l'égalité en espace. Donc, on peut soit mettre un espace entre le nom de la variable et sa valeur ou ses valeurs, soit mettre le signe égal. Cela ne change pas grand-chose, donc c'est équivalent. Alors, en fonction du type de variable, la valeur numérique peut être une valeur entière, un réel, ou bien une chaîne de caractères qu'on met entre les côtes, comme ça, ou un tableau de valeurs. Le tableau de valeurs ayant des valeurs numériques qui peuvent être réelles ou entières, chacune d'elles étant séparée par un ou plusieurs espaces. L'essentiel, c'est de respecter le type de variable qu'il faille donner. Donc, si la variable nécessite un nombre entier, il faudra mettre un nombre entier ou bien des valeurs entières. Ça nécessite un nombre réel, il faudra mettre un nombre réel, ainsi de suite. Ceci dépend donc du type de la variable d'entrée. Nous ajoutons également que lorsque nous avons une valeur numérique qui est négative, on doit éviter de séparer le signe moins de la valeur numérique. Donc, ne jamais séparer le signe moins de la valeur numérique. Il en est aussi de même pour le signe de la multiplication. Bon, on aura le loisir de le constater au fur et à mesure que nous allons évoluer dans nos tutoriaux. Alors, nous ne devons en aucun cas utiliser la tabulation, c'est-à-dire la touche tabulation sur le clavier, pour la simple et unique raison que Abinit ne reconnaît que les espaces ou bien l'égalité, ou bien le signe égal. Donc, on ne doit pas, comme dans certains codes, par exemple en Python, on ne doit pas utiliser la tabulation. Une autre remarque qui a aussi son importance, c'est le fait que chaque ligne du fichier d'entrée ne doit pas dépasser 132 caractères. Alors, au-delà de 132 caractères, Abinit ne va pas considérer les caractères supplémentaires. Abinit ne va considérer que les 132 premiers caractères d'une ligne. Alors, puisque on peut, sur une même ligne, mettre plusieurs paramètres, il faudra donc s'assurer que tous ces paramètres qu'on aura mis sur la même ligne ne dépassent pas 132 caractères. Autrement, si on est au-delà de 132 caractères, soit Abinit ne va pas considérer, soit nous avons obligation de revenir à la ligne, c'est-à-dire créer une nouvelle ligne avec les nouvelles variables afin que Abinit les considère. Maintenant, bien que nous puissions mettre plusieurs variables sur une même ligne, on ne peut introduire plusieurs fois une variable ou bien un paramètre. Si on le fait, alors cela va générer une erreur et le code va s'arrêter. Donc Abinit va arrêter de s'exécuter. Nous devons aussi également signaler que Abinit n'est pas sensible à la case. C'est-à-dire lorsqu'on écrit une variable, si on l'écrit en minuscule ou en minuscule, ou en majuscule, autant pour moi, cela est non pertinent, puisque de toute façon, l'analyseur de Abinit va transformer tous les caractères qui sont en minuscule en majuscule avant d'exécuter
le code. Donc c'est pourquoi la case est non pertinente. Alors, bien que nous ayons notre fichier d'entrée qui a pour extension .abi, il est également possible de créer un fichier avec des variables ou bien des paramètres, un autre fichier, n'est-ce pas, et l'inclure directement dans le fichier d'entrée qui a pour extension .abi. On a ici un exemple. Si nous avons un fichier ou bien plusieurs fichiers avec des paramètres, ça dépend de ce que nous voulons mettre dans ces fichiers. Alors pour les inclure dans le fichier d'entrée principal qui a pour extension .abi, on va utiliser la commande que voici. Ou dans notre cas, le fichier d'entrée se nomme géométrie et a pour extension .inc. Bon, l'extension n'est pas très importante, mais l'essentiel c'est d'inclure ce fichier test de cette manière dans le fichier principal. Alors, maintenant, comme on le sait, un code bien écrit est un code bien commenté. Alors, dans Abinit, lorsqu'on veut faire un commentaire, on doit le placer à la droite du signe sharp ou bien du signe point d'exclamation. Donc, automatiquement, lorsqu'on écrit notre code, tout ce qui se situera à la droite d'un signe, du signe dièse, ou bien sharp en anglais, ou bien du point d'exclamation, sera vu par Abinit comme un caractère, peu importe ce qu'il contient. Également, nous devons dire que Abinit verra aussi toute chaîne de caractères ne contenant aucun nom de variable comme étant un commentaire. Alors, on peut vouloir donc écrire un commentaire dans notre code et on ne met pas le signe dièse ou bien le signe point d'exclamation. Alors, Abinit verra cette chaîne de caractères là ou bien cette ligne comme étant un commentaire. L'essentiel, c'est qu'il ne se trouve pas de nom de variable dans cette chaîne de caractères. Alors, les prochaines remarques portent sur les capacités de l'interpréteur de Abinit, tant pour moi. Alors, nous devons dire que ces capacités sont assez limitées. Mais toutefois, nous pouvons dire que l'interpréteur est capable d'identifier un slash, n'est-ce pas, sans espace, je précise bien sans espace, entre deux nombres, comme c'est donné ici, donc 3 sur 4, dont l'interpréteur va avoir 3/4 comme étant la division de 3 par 4. L'interpréteur est également capable d'identifier cette chaîne de caractères SQRT, entre parenthèses, x étant ici un nombre positif, comme étant le calcul d'une racine carrée. Également, on peut aussi calculer moins racine carrée de x, comme cela. Alors, mais nous devons dire que dans ces deux cas précis, c'est-à-dire dans le cas de la division et de la racine carrée, ces capacités-là ne sont pas récursives. C'est-à-dire que quoi? On ne peut pas écrire une fraction avec deux racines carrées, c'est-à-dire la racine carrée au numérateur et la racine carrée au dénominateur. On ne peut non pas écrire une fraction avec la racine carrée uniquement au numérateur ou au dénominateur. On ne peut non plus calculer la racine carrée d'une racine carrée. Bon, il va sans dire qu'on peut aller plus loin. Donc, on est obligé de mettre dans la parenthèse une valeur numérique. De la même manière qu'on ne peut pas faire une fraction sur une fraction, c'est-à-dire au numérateur ou bien au dénominateur, on ne peut pas avoir une fraction comme cela. Nous sommes obligés, que ce soit au numérateur ou au dénominateur, de mettre une valeur numérique pour que l'interpréteur puisse faire son analyse. Nous ajoutons également que l'interpréteur est capable de concaténer deux chaînes de caractères en utilisant deux slash. C'est-à-dire, si nous avons une chaîne de caractères, comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, nous écrivons sur une ligne, on ne peut pas dépasser 132 caractères, on se rend compte qu'on est arrivé au bout, mais nous voulons absolument que les caractères continuent. Nous allons passer à la ligne et écrire l'autre chaîne de caractères. Et si nous voulons concaténer les deux chaînes de caractères, il faudra mettre
de double slash à la fin de la première chaîne de caractères. Et il faut à chaque fois éviter qu'il y ait un espace, parce que dans le cas où il y aura un espace, l'interpréteur verra à ce moment-là une division. Il y aura un numérateur, mais il n'y aura pas un dénominateur dans le premier cas. Et dans le second cas, il n'y aura pas de numérateur, mais il y aura un dénominateur. Alors, on peut aussi, comme en Python, créer des variables d'environnement. C'est-à-dire l'interpréteur est capable d'accepter des variables d'environnement qu'on va mettre sous la forme $var. Var étant ici le nom de la variable. Alors, comme exemple, nous avons la variable d'environnement qui est PSPDIR, qui dans Abinit ici va correspondre au répertoire contenant les fichiers de pseudo potentiel. Alors, dans notre cas, comme nous avons vu dans les vidéos précédentes, ce répertoire, nous l'avons appelé input, par exemple, ou bien ref. Alors, il va sans dire que si nous écrivons ceci, c'est-à-dire $pspd / pseudo aghpwter, cela va donc correspondre au répertoire input / pseudo aghpwter, parce que nous avons au préalable défini comme variable d'environnement le répertoire input en utilisant $pspdir. Alors, nous devons aussi ajouter que dans Abinit, il y a certains paramètres qui affectent la convergence et la qualité des résultats numériques. Nous les avons donnés ici par ordre d'importance. Nous avons par exemple ECUT que nous avons déjà eu à présenter dans la vidéo précédente. Nous avons TOLDFE, nous avons NKPT, NGFFT, TOLMXF, ACEL. Bref. Ce que nous devons dire, c'est qu'en fonction, par exemple, de la valeur que nous donnons ici à ECUT, il y aura, Abinit va plus ou moins rapidement converger et les résultats numériques seront plus ou moins proches des valeurs expérimentales. Nous devons aussi également ajouter que la conception technique du pseudo-potentiel affecte également la qualité des résultats. Alors, c'est-à-dire, si nous avons des fichiers de pseudo-potentiel, comme nous avons dit tout à l'heure, ceux que nous utilisons pour les tests, si nous les utilisons eux, alors il va sans dire que vu qu'ils ne sont pas adaptés pour des productions scientifiques, les résultats que nous obtiendrons ne seront pas bons. Alors que si nous avons des bons fichiers de pseudo-potentiel qui sont bien conçus, nous aurons également une meilleure qualité de résultats. Alors, nous allons terminer ces remarques en précisant que les variables d'entrée les plus importantes, c'est-à-dire celles que l'utilisateur qui, pour la première fois, prend en main Abinit doit nécessairement maîtriser ou bien connaître, sont celles que nous présentons là maintenant. Alors, elles sont divisées en 4 groupes. Le premier groupe étant des variables qui permettent de spécifier la géométrie du problème et les types d'atomes. Certaines de ces variables, nous en avons déjà parlé dans la vidéo précédente où nous avons présenté quelques variables d'entrée. Donc, parmi elles, nous avons NA atomes qui représente le nombre total d'atomes par cellule unitaire, NTIPAT qui est le nombre de types d'atomes, TIPAT qui va prendre comme variable d'entrée N atomes, qui va être un tableau ou une séquence d'entiers qui spécifie le type de chaque atome. Alors, lorsque nous mettons la variable TIPAT, qui est une variable très importante, on est obligé d'utiliser soit X4 ou X-ret pour spécifier, comme on verra tout à l'heure, les coordonnées des différents types d'atomes. Alors, nous avons aussi R', qui est la translation
qui représentent des translations primitives sans dimension de cellules périodiques. Donc je rappelle que nous en avons parlé dans la vidéo précédente. Alors, toujours dans ce groupe de variables qui se permettent de spécifier la géométrie du problème, nous avons donc X4, comme on a dit, qui donne les coordonnées cartésiennes ici en unité de bord des atomes dans la cellule unitaire. Alors, si nous utilisons X4, cela exclut automatiquement X-red, qui aussi exclut X4 lorsqu'elle est utilisée. Cette variable donne plutôt les coordonnées fractionnaires des positions atomiques. Et enfin, dans ce groupe, nous avons ZNUCLT, qui prend pour variable d'entrée NTPAT, qui va représenter la charge nucléaire de chaque élément. C'est-à-dire, puisque plus haut, nous avons donné le nombre d'atomes, nous avons donné le type d'atome. Alors, puisque nous avons donné le type d'atome, à chaque type d'atome va donc correspondre une charge nucléaire. Et on doit remarquer ici que les valeurs que qu'on donne avec ZNUCL doivent correspondre à celles qu'on trouve dans les fichiers de pseudo-potentiel. Dans la vidéo précédente, nous avons montré comment aller lire ces valeurs-là dans les fichiers de pseudo-potentiel. Alors, le deuxième groupe est le groupe des variables qui permettent de spécifier l'ensemble des bases des ondes planes, l'échantillonnage du vecteur d'onde de la zone de Brillouin et l'occupation des bandes. Nous avons ECUT qui représente l'énergie cinétique de coupure d'onde plane dont l'unité est en natri. Nous avons KPTOPT qui est une option qui permet de spécifier la grille des K-points. Si KPTOP, comme je disais, si KPTOP, dans ce cas-là, on aura une génération automatique et il faudra donc utiliser les variables NGKPT et ShiftTK. Nous avons la variable NGKPT qui permet d'avoir les dimensions de la grille tridimensionnelle des K-points. Et enfin, dans ce groupe, on a OCCOPT qui représente le paramètre d'occupation des niveaux électroniques. Alors, dans le cas où cette variable vaut 1, nous sommes dans le cas des semi-conducteurs. Et lorsque cette variable va de 3, ou bien est comprise entre 3 et 7, nous sommes dans le cas des métaux. Alors, le prochain groupe représente les variables qui permettent de spécifier le type de calcul à effectuer. Alors, la première d'entre elles est IONMOV, bon, qu'on peut prononcer IONMOV, n'est-ce pas? Alors, lorsque cette variable vaut 0, les ions et la forme de la cellule sont fixés. Dans le cas où elle vaut 2, on est dans le cas d'une recherche de la géométrie d'équilibre. Et lorsque cette variable vaut 6, nous sommes dans le cas des dynamiques moléculaires. Alors, maintenant, la variable ISCF est une variable qui, soit elle est positive, auquel cas elle permet de définir l'algorithme autocohérent, soit elle vaut moins 2, et dans ce cas-là, elle est utilisée pour la structure de bande dans un potentiel fixé. Alors, maintenant, nous avons aussi la variable OPT-Driver qui, lorsqu'elle vaut 3 et 4, permet de faire des calculs GW, c'est-à-dire dans le cas de la théorie des perturbations à plusieurs corps. La variable RFE-LFD, lorsqu'elle est différente de 0, permet de faire les calculs de la réponse au champ électrique. Et la variable RFPHON, lorsqu'elle vaut 1, elle permet de calculer de faire le calcul de la réponse au déplacement atomique. Le dernier groupe concerne les variables qui permettent de spécifier la convergence numérique du calcul que nous voulons effectuer. Nous avons
la toute première qui est NSTEP, qui représente le nombre maximal de cycles auto-cohérents. Bon, généralement, on commence à partir de 20. Donc, il est à noter que plus sa valeur est grande, plus nous nous assurons de la convergence de nos calculs. Nous avons également la variable TOLVRS, qui est la tolérance sur la convergence autocohérente. N-time, qui représente le nombre de dynamiques moléculaires ou d'étapes de relaxation. Et enfin, TOL-MXF, qui est la tolérance de force pour la relaxation structurelle, qui, elle, s'exprime ici en atri ou en bord. Alors, voilà pour les 4 groupes de variables importantes que doit maîtriser le nouvel utilisateur de Abinit. Ces variables-là, bon, il y a encore plusieurs autres variables, comme vous avez constaté, puisque j'ai mis à disposition sur le GitHub un fichier qui permet de recenser ces variables. Il n'est pas encore complet, nous le complétons au fur et à mesure, mais comme nous sommes en train de le préciser ici, ces quelques variables sont les variables les plus importantes déjà pour la prise en main, donc pour le nouvel utilisateur de Abinit. Donc son fichier, lorsque vous créez un fichier, on doit retrouver dans ce fichier-là ces différentes variables. Pas toutes, mais certaines d'entre elles, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente et comme nous le verrons aussi dans les prochaines vidéos. Alors, pour terminer, pour plus d'informations, pour ceux qui voudraient mieux comprendre, ou bien pour un complément de lecture sur Abinit, je dois dire que tout ceci a été extrait de la documentation de Abinit, la version 9.6.2, qu'on trouve à cette adresse, c'est-à-dire https://docs.abinit.org. Bon, et sur ce, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo qui ne tardera pas. Bye bye.